Alors, c'est parti pour découvrir notre premier projet Laravel. Donc, on va un petit peu parcourir les différents dossiers, fichiers qui sont mis à notre disposition, en tout cas les plus importants, les plus notables, pour que vous puissiez vous repérer facilement par la suite dans votre projet Laravel. Et on va faire une petite configuration de base du projet pour qu'il soit prêt, pour qu'on puisse travailler avec pour notre blog. Donc, premier dossier qu'on a tout en haut, on va vraiment tous les parcourir dans l'ordre, même si c'est pas forcément cohérent au niveau de leur importance, hein. On va les parcourir dans l'ordre pour que ce soit plus simple pour tout le monde, comme ça vous pouvez mettre vous à côté votre projet et regarder en même temps que moi. Donc premier dossier, c'est le dossier app. C'est dans ce dossier que vous allez passer en fait 90% de votre temps, puisqu'il contient notamment vos contrôleurs, vos modèles, un paquet d'autres classes et d'éléments qu'on verra au fur et à mesure de l'avancée de cette formation. Mais du coup, c'est vraiment ici que vous allez avoir une énorme partie du travail que vous allez faire, toute la logique propre au site web que vous êtes en train de créer. Donc vraiment, ce dossier sera super important, vous allez y passer un temps plutôt conséquent. Le dossier Bootstrap, c'est un dossier qui contient quelques fichiers de cache et le fichier app.php qui permet du coup d'amorcer, de démarrer notre application Laravel. On n'ira jamais directement à l'intérieur pour modifier quoi que ce soit. Ensuite, on a le dossier config qui porte très bien son nom puisque du coup, c'est simplement le dossier qui contient les différents fichiers de configuration qu'on va devoir utiliser pour configurer notre application. Vous souhaitez modifier la configuration de votre application dans son ensemble, vous allez aller dans app.php. Vous voulez modifier la configuration pour vous connecter à vos SGBD ou autres, eh bien vous allez aller dans database.php, etc., etc. Donc ça pareil, on y passera un peu de temps notamment tout à l'heure, là, enfin dans quelques instants, pour configurer vraiment de façon basique notre projet. Ensuite, vous avez un dossier database, dossier dans lequel on va passer un petit peu de temps dès les prochaines vidéos, parce que j'ai fait le choix pour cette formation de commencer par toute la partie modèle BDD, puisque c'est comme ça en général qu'on fonctionne sur un projet dans la vie. En général, on commence par modéliser notre BDD, ses différentes tables avec leurs différents champs, pour ensuite pouvoir du coup les utiliser dans le projet. Donc nous, on va fonctionner pareil, même si du coup c'est un peu moins marrant au début parce que du coup nous ce qu'on veut voir c'est le site apparaître sous nos yeux dans le navigateur et du coup de s'occuper des BDD c'est peut-être un peu moins visuel, un peu moins sympa, mais du coup ce sera cool pour nous dégrossir le travail pour plus tard. Donc du coup la partie BDD, vous inquiétez pas, on va beaucoup voir ce dossier dès la prochaine vidéo et du coup vous vous doutez, ce dossier va nous permettre de venir gérer tout ce qui va être création, modification notable dans nos BDD, et également génération de données aléatoires, ce genre de choses, on en reparlera très prochainement. Ensuite, vous avez le dossier public. Le dossier public, comme son nom l'indique, en fait, c'est le seul dossier accessible depuis l'extérieur de votre serveur. Donc c'est ici, en fait, que sont redirigés automatiquement vos visiteurs quand ils vont faire une requête à votre serveur. Et donc ici, dans ce dossier, vous voyez un fichier qui s'appelle index.php. C'est le fameux front controller dont je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo sur l'architecture MVC. Donc c'est vraiment ce fichier qui est le premier à être appelé de notre application Laravel et qui du coup est responsable du démarrage de notre application et de la bonne redirection de ce qu'a demandé le visiteur pour qu'il récupère vraiment ce qu'il a demandé. Vous avez ensuite le dossier ressources qui contient du coup tout ce qui est ressources, donc CSS, JavaScript et template pour créer vos vues. Et donc du coup, c'est à partir de ces fichiers qu'on va obtenir les différents assets nécessaires pour notre site. Le dossier CSS et JS ne contiennent pas les fichiers qui seront directement intégrés dans vos documents HTML. Ils contiennent les fichiers de travail sur lesquels vous travaillez en tant que développeur, mais pas les assets en version ensuite bien minifiée, bien compatible avec tous les navigateurs. Tout ça, c'est mis ensuite dans des fichiers qui vont se retrouver dans le dossier public. Puisque je le rappelle, c'est le seul dossier accessible depuis l'extérieur du serveur. Donc du coup, ici on mettra notre CSS, par défaut il y en a un petit peu, hein, forcément, notre JS, naturellement, nos templates du coup vont se retrouver dans le dossier views. Il y a un petit débat là-dessus, du fait que c'est un peu embêtant que ça s'appelle views, alors que finalement ce qui contient c'est les templates qui vont permettre d'obtenir les vues. Mais moi je trouve ça plutôt cool parce que ça permet en fait d'avoir du coup les trois noms de dossiers qui représentent l'architecture MVC. Ici on a views et dans app HTTP du coup j'ai controllers et ensuite du coup j'ai models juste là. Donc je trouve ça plutôt cohérent
pour ma part, même si je comprends que ça puisse créer des débats houleux par moment. Vous avez ensuite le dossier route. Le dossier route, c'est celui-ci qui va contenir en fait les différents fichiers de route. Donc je vous l'expliquais quand on parlait de l'architecture MVC, les routes, ça va simplement être une URI qui va être liée à une action. Donc le plus souvent, une méthode dans un contrôleur, dans une classe de contrôleur. Et donc nous, on passera le plus clair de notre temps, même tout notre temps pour être honnête, pendant cette formation, dans web.php, qui contient du coup toutes les routes qui doivent être accessibles depuis le navigateur de mon visiteur. Ensuite, on va voir le dossier storage qui va du coup permettre de stocker des fichiers. Donc vous avez des fichiers de log que nous on ne va pas utiliser, mais on aura dans le dossier app du coup un dossier public dans lequel par défaut on viendra enregistrer les différents éléments uploadés par exemple sur notre site. Donc par exemple, nous sur notre site de blog, les administrateurs du site pourront venir créer de nouveaux articles avec des images, et bien du coup, c'est dans ce dossier que seront uploadées les différentes images par défaut. Donc ça, on en reparlera pareil un peu plus tard. Vous avez le dossier test, du coup pour vos tests unitaires fonctionnels. Donc par défaut, vous avez quelques exemples qui ne sont pas très utiles, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Nous, dans cette formation, on ne parlera pas test automatisé, mais ça pourrait être le sujet d'une autre formation. Ça pourrait être très très cool. Ensuite, on a le dossier vendor. Le dossier vendor, c'est le dossier qui est totalement géré, généré par Composer, et donc du coup vous n'avez pas à y toucher, à faire des modifications à l'intérieur. C'est du coup là-dedans simplement qu'on a toutes les dépendances de notre projet. Donc dès qu'on va faire un petit Composer require par la suite, et bien c'est là-dedans du coup que les dépendances vont être enregistrées. Et du coup c'est ici qu'on a le fichier autoload.php qui est le seul fichier qu'on a besoin de venir inclure dans notre projet pour accéder à l'ensemble des dépendances qui sont juste ici. Donc du coup, c'est plutôt très très pratique. Et donc si vous venez dans public index.php, vous pouvez voir un peu plus bas, juste ici, le fameux require pour ce fichier. Donc rien de magique, Laravel ne fait que du PHP finalement, on vous mâche un petit peu le travail, mais c'est tout. Ensuite, dans les fichiers qui sont à la racine du projet, je vais vous montrer quelques-uns de ces fichiers qui sont intéressants. Le premier fichier intéressant, c'est le fichier .env. C'est le fichier dans lequel vous allez avoir les différentes valeurs pour vos variables d'environnement. Donc ça veut dire que dès que vous allez avoir une valeur qui va varier d'un environnement à un autre, donc environnement de développement, environnement de production par exemple, et bien du coup c'est là-dedans que vous allez venir mettre ces différentes valeurs. Par exemple, forcément, d'un environnement de dev à un environnement de production, les différents identifiants pour me connecter à mon SGBD vont être différents. Et bien du coup, c'est ici que je vais pouvoir venir indiquer tout ça. Pareil, au niveau du coup de l'URL, l'URL va être différente que je sois en local ou que je sois en production. Donc du coup, ça sera important de configurer ça, et ça du coup, on va le faire juste après également, une fois qu'on aura fini ici les quelques fichiers qui sont encore un petit peu intéressants. Ce fichier, il n'est jamais versionné. Pourquoi on ne le versionne pas? Parce que parfois, même en développement, il peut avoir des clés d'API ou autres qui sont un petit peu sensibles, et du coup, on ne veut pas les versionner et les envoyer ensuite sur GitHub ou ailleurs en clair comme ça dans un fichier. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un fichier .env.example qui est censé être la parfaite copie du fichier .env, mais du coup sans ces données un petit peu sensibles. Et donc du coup, quand quelqu'un va venir cloner le projet sur sa propre machine, eh bien il va simplement faire une petite copie de .env.example pour créer son propre fichier .env et ajouter ensuite ces différentes clés comme il le souhaite. Ensuite, ici, vous voyez Artisan, donc la fameuse interface en ligne de commande qu'on va pas mal utiliser pendant cette formation pour notamment nous aider à générer les fichiers dont on aura besoin. Quand on aura besoin d'une nouvelle classe de contrôleur, eh bien on va la générer avec Artisan. Quand on aura besoin d'un nouveau modèle, on pourra venir le générer avec Artisan. On n'aura pas à le créer, à les créer à la main. Ensuite, on a le fichier composer.json qui contient donc toutes les dépendances dont on va avoir besoin, peu importe l'environnement sur lequel on est, ou alors si jamais on est seulement en environnement de dev. On a la gestion de l'autoload, tout ça on va pas forcément s'attarder là-dessus, tout est bien configuré pour nous et c'est le plus important. Ensuite, vous avez le package.json, donc là c'est les dépendances gérées par
NPM, donc d'où l'intérêt d'avoir installé Node.js pour avoir NPM. Ça fonctionne bien entendu également avec Yarn, hein, si jamais vous êtes des habitués de Yarn ou d'autres package managers, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Ici, la configuration de PHP Unit pour les tests automatisés, ça va pas trop nous intéresser ici. Le README de Laravel, pas hyper intéressant pour nous. Et ensuite, vous avez un fichier vite.config.js qui va vous permettre de configurer Vite, qui vous permet de vous passer de Webpack notamment pour pouvoir configurer très facilement le bundling de vos assets. Donc c'est plutôt très très pratique. On n'aura pas du coup à s'en occuper par défaut. Nous, on aura quelques petites modifications à faire à droite à gauche pour que ça fonctionne avec les différentes bibliothèques qu'on va utiliser. Mais du coup, par défaut, on a déjà une config plutôt très très robuste. Donc tout ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Passons maintenant à la configuration. Donc, pour la configuration, on va aller dans config et dans app.php. Donc on va toucher à nos premières lignes de code de Laravel, ça fait plaisir. Donc, vous allez pouvoir un petit peu descendre dans ce fichier et vous allez vous arrêter ici sur la time zone. Donc par défaut, la time zone, elle est en UTC. Donc la time zone, elle va être particulièrement utile, notamment pour que Laravel puisse gérer facilement les dates et les heures auxquelles, par exemple, sont publiés vos différents posts, vos différentes entrées dans vos différentes tables en BDD. Si vous indiquez juste UTC, du coup, l'heure ne sera pas la bonne. Nous, le créneau qu'il faut indiquer en France, c'est Europe/Paris pour que ça fonctionne. Donc je vous mettrai un petit lien pour que vous ayez du coup la liste des différentes time zones qui sont recevables pour ce paramètre. Si jamais vous n'êtes pas en France, il n'y aura pas de souci, vous pourrez du coup mettre la bonne time zone par rapport à où vous habitez. Ensuite, pour la clé locale, vous allez indiquer non pas EN, mais FR. Ça nous permettra un petit peu plus tard, du coup, d'avoir pour les différents messages automatisés de Laravel, d'avoir du coup les fichiers en FR qui seront d'abord recherchés, avant du coup de vous mettre par défaut les fichiers en anglais. Comme ça, par exemple, quand on gérera notamment la validation sur nos formulaires, et bien du coup, les messages d'erreur s'afficheront par défaut en français, ce qui est très bien pour nous. Et donc ici, la fallback locale, c'est dans le cas où la locale ici n'est pas trouvée, et bien dans ce cas-là, on va utiliser tel autre type de fichier de traduction. Donc là, en l'occurrence, ça sera les fichiers anglais qui sont présents par défaut. Du coup, je laisse ça en EN. Je préfère avoir le message en anglais plutôt que, en fait, pas le message qui s'affiche si jamais les fichiers FR ne sont pas présents. Ensuite, on vous demande la Faker locale. Donc Faker, c'est une bibliothèque PHP qui vous permet de faker des données, donc des noms, des prénoms, des adresses, numéros de téléphone, adresse email, tout plein de données comme ça. Ça vous permet de les faker et ça va être particulièrement utile, notamment pour venir remplir vos tables avec des entrées en fait bidons, simplement pour simuler de l'activité sur votre site. Et donc pour avoir des trucs un peu plus ressemblants de ce que vous pourriez avoir en production, eh bien vous pouvez l'adapter par rapport à où vous vous trouvez. Donc nous on va indiquer fr_fr comme ceci. Ensuite, on peut remonter un petit peu. Ici, éventuellement, c'est pas une obligation, mais pour le nom de notre application, par défaut, au lieu d'indiquer Laravel, eh bien on peut indiquer directement, par exemple, moi je vais indiquer tiré du bas, ça sera le blog de tiré du bas. Soyons fous. Donc j'indique ici tiré du bas. Et si du coup vous vous demandez ce que c'est cette petite fonction env, c'est une fonction vraiment qui est ici propre à notre projet Laravel. En fait, cette fonction env, elle va regarder s'il existe une variable d'environnement qui s'appelle appname. Si jamais elle existe, dans ce cas-là, il va mettre cette valeur en valeur de la clé name. Et si jamais appname n'existe pas, et bien du coup, il va mettre cette valeur ici par défaut. Nous, en l'occurrence, dans notre fichier .env, on a déjà une clé appname, du coup c'est ici qu'on devrait indiquer tiré du bas pour que ce soit vraiment tiré du bas qui soit utilisé en nom de cette valeur de configuration. On va le faire juste après. Mais du coup voilà, maintenant vous savez à quoi sert cette fonction env. Tout ça en arrière-plan, juste pour information, c'est géré par php.env, la bibliothèque php.env. Donc si jamais ça vous intéresse de vous renseigner là-dessus, vous pouvez complètement le faire en parallèle de cette formation. Donc là, on est bien pour app.php, c'est cool, c'est très très cool.
On va du coup pouvoir passer à notre fichier .env. Donc ici, je viens indiquer tiret du bas pour le nom du site. On verra que la valeur dans le fichier de configuration, ici name, on viendra la réutiliser plus tard pour nos templates, pour indiquer du coup dans le title de notre document HTML, et bien du coup le nom du site automatiquement. Comme ça, si un jour je venais à changer la valeur de la clé, et bah partout sur tous les templates où j'ai utilisé cette valeur, et bah du coup ça sera changé. J'aurai pas à le faire à la main partout. Donc là on est bien. App URL, donc là on est sur localhost, nous c'est bel et bien le cas, par contre on est sur le port 8000. Donc ça, app URL, ça sera important notamment pour la génération d'URL. Vous verrez que Laravel vous permet de facilement générer des URL vers notamment vos différentes routes, et donc du coup pour qu'il les génère correctement, eh bien c'est important ici d'indiquer le bon nom de domaine pour qu'il puisse construire en fait vos URL. Et donc là on peut voir qu'au niveau des paramètres pour se connecter à la BDD, tout est déjà bon, c'est bel et bien donc sur le localhost, le port c'est celui par défaut, il n'y a pas de souci. L'utilisateur c'est bel et bien root sans mot de passe, par défaut pour notre installation de MySQL. Si jamais vous êtes sur des MAMP, WAMP ou autres, ça peut être différent, parfois c'est root, parfois c'est juste root et aucun mot de passe, donc faites comme vous faites d'habitude sur votre installation. Et donc ici on peut voir qu'on nous dit qu'on est censé avoir du coup une BDD blog. Lui il a indiqué blog parce qu'on a appelé le projet blog, donc il se dit que je vais avoir une BDD du même nom. Et donc ce qu'on peut venir faire, c'est la créer dès maintenant, comme ça on sera tranquille par la suite. Donc moi dans la vidéo sur l'installation de mon environnement de dev sur macOS, je suis venu installer Table+. Vous pouvez le faire si vous êtes sur Windows, Linux ou autre, parce que c'est compatible avec ces trois OS. Donc vous pouvez venir sur votre connexion. Donc si jamais vous êtes habitué à utiliser une autre interface graphique type MySQL Workbench ou autre, eh bien n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Faites comme d'habitude, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Et donc là on voit par défaut que j'ai 4 BDD. Moi je vais venir faire un petit new. On laisse tout par défaut. Et donc simplement je vais appeler cette BDD blog. J'indique blog, je fais OK. Je fais open, comme ça elle sera ouverte. On voit que par défaut, forcément pour l'instant, je n'ai aucune table à l'intérieur. Et du coup, ça c'est un problème qu'on réglera dès la prochaine vidéo, dans laquelle du coup on viendra voir comment est-ce qu'on peut facilement, avec Laravel, créer, modifier des tables sans devoir du coup les faire nous-mêmes à la main ou sans faire des dumps SQL, ce genre de trucs. Donc du coup, ça devrait pas mal vous plaire. Donc là, on est très bien pour la découverte de l'architecture et pour la configuration de base. On est vraiment très bien. On n'a plus, du coup, qu'à passer à la vidéo suivante dans laquelle on va voir les modèles et les migrations.